Vous avez un besoin urgent de personnel? Adbox peut vous aider. N'hésitez pas à annoncer les postes disponibles dans notre Ad Exchange. Vous serez entendu par un maximum de candidats potentiels de qualité via la popularité de nos producteurs de contenu. Adbox.co. C'est la solution pour un recrutement efficace. Adbox peut vous aider. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue au podcast de Gilles Parent, maintenant disponible sur YouTube, le canal Gilles Parent ou encore Parents et amis sur YouTube, toujours sur Spotify, sur Google Podcasts et sur Balado de Apple et bien sûr sur gillesparent.com où les gens ont pris l'habitude de nous écrire, soit pour des suggestions, des commentaires. On apprécie toujours. Mon invité est né en France en 1952. Il a grandi dans une famille dont les activités étaient intimement liées à l'alimentation. En plus d'apprendre sur le tas ses premières astuces de cuisine, il a ensuite fréquenté l'école hôtelière où il se démarque très rapidement. Puis, sa carrière professionnelle l'a amené autour du monde et dans les meilleurs établissements hôteliers de restauration où il a épaté par son talent et sa créativité. Depuis 1979, il est installé à Québec pour de bon. Il a même développé un talent d'écriture au fil du temps. Avec Chef oui chef, il signe donc son 12e ouvrage. Bonjour Jean Soulard, comment ça va? Bonjour, merci de l'invitation, Gilles. Je me disais, avec une présentation de même, tu te dis, il faudra que je sois bon. J'ai fait tant de choses que ça. Ouais, je regarde pas en arrière, je regarde plutôt aujourd'hui, puis ce qu'il y a à faire demain, oui. C'est une bonne idée, c'est une bonne façon de faire, surtout dans une période pandémique comme celle que l'on vit. Ouais, puis surtout en ce moment. Oui, absolument. Puis je pensais... T'es pas le seul, mais il y a des gens qui sont des grands voyageurs qui aiment aller découvrir le monde. Tu fais partie de ceux-là, donc on est un peu privé par les temps qui courent. Je veux te féliciter pour ton livre que je considère plus personnel. J'ai pas tout regardé, mais j'ai quand même quelques livres de recettes de Jean Soulard, évidemment. Celui-là étant, à mon avis, plus convivial, très lié à la relation humaine. 23 ou 24 petites aventures que j'ai vraiment savourées. Ça se lit très bien. Je le recommande à tous ceux et celles qui nous entendent. Et ça raconte quand même des parcelles de ta vie familiale, ta vie professionnelle, ton parcours. Faut quand même, peut-être d'entrée de jeu, parce que je sais un peu le contexte, que tu racontes le contexte de la naissance de ce livre-là. C'est quand même pas banal. Non, non. Je l'avais en tête, cet ouvrage-là. Et puis, j'avais parlé de ça à mon éditrice chez Flammarion. Mais puis ça s'était resté là, parce que ça reste de l'ouvrage. C'est pas un livre de recettes où on décide d'un thème, d'un sujet à développer, et puis il y a une mécanique dans une recette. Il faut penser à des trucs différents, des trucs nouvelles, mais il y a une mécanique. Là, il n'y avait pas une mécanique. Et puis je sentais que pour rentrer dans un livre comme ça, il fallait se faire mal. Enfin, j'allais dire beaucoup d'efforts, c'était plus que ça. Il te manquait un petit coup de pied au derrière, dirais-tu ça? Pas tant. Pas tant? Pas tant le coup de pied au derrière que il faut se concentrer, il faut avoir rien d'autre. Rien d'autre. Alors, l'histoire, elle est simple. Je pars le 10 mars avec mon sac à dos en Inde. En 2020, donc l'an passé. L'an passé. Et puis, je voulais voir le sud de l'Inde. Alors, je décide d'aller à Pondichéry pour différentes raisons. Quand j'étais à l'école, c'était une base française, un comptoir français, comme on disait. Ah oui. Et puis, Pondichéry m'avait toujours sonné aux oreilles. Puis, je me disais, à partir de là, un jour, je vais y aller. Alors, je pars le 10 mars. L'avion, ça fait un bout, hein. Tu fais Londres, et puis après, là, j'avais fait Chennai, anciennement Madras, et puis après 3 heures de taxi, puis j'arrive donc le 12 mars, le matin, dans une espèce de chambre que j'avais louée en disant, OK, je vais faire 2-3 jours. T'avais la bonne ville, par exemple, t'étais à la bonne place. Ah, j'étais à la bonne place, oui. J'étais à la bonne place. Rendre au moins. Ce que je comprends, ça ne sera pas très long. Pour faire short, c'est le matin, il est 9h. Je dépose mon sac à dos sur le lit, puis hop, je vais faire le tour de Pondichéry à pied, puis je regarde comment elle est la ville et comment il faut la sentir. Je suis allé plusieurs fois en Inde, et puis
Je me disais, OK, c'est autre chose. Je vois aussi que la bouffe, parce que le but, c'est toujours la bouffe, OK? C'est de goûter, c'est de manger, c'est de sentir, c'est de voir des nouvelles épices, surtout dans le cas de l'Inde, OK? Ouais. Mais est-ce qu'il y avait des relents français, vu que ça avait été une dépendance? Non, ils ont rénové le French Quarter, le côté français, des vieilles bâtisses qu'ils ont remis sur pied, ils ont mis les pierres en place. Et puis, je rentre dans la chambre l'après-midi à 2h. La chose qu'il ne faut pas faire quand on a à 10-12 heures de décalage, c'est se dire, on va faire une petite sieste, OK? Oui, parce que c'est sûr que tu étais fatigué un peu, là, beaucoup de voyagement. OK. Je me réveille à 10 heures le soir, OK? La sieste, elle a duré 8 heures, là, OK? Tu dois faire rire bien des gens qui nous entendent qui ont vécu la même chose. Des fois, on a juste un petit roupillon. Il ne faut pas faire ça. On le fait pour l'Europe, c'est désastreux. Ouais. Et puis là, je me mets à taponner l'ordinateur, puis je constate qu'à Québec, on avait fermé tout, OK? Oh! Et on est rendu donc le jeudi au soir. Et puis là, j'écris à ma fille, je dis, c'est quoi l'affaire? Elle a dit, tout est en train de fermer, blablabla. Bla, 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 OK? Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, donne-moi 5 minutes, OK? Là, j'y pense. J'ai dit, c'est dans ta tête maintenant, OK? Ça va tourner en permanence, tu peux rester, mais tu as envie de rester là. S'il y a un problème, tu ne veux pas rester dans ces endroits-là. Ah, ça, je t'assure. Puis l'Inde, c'est l'Inde, là. Bien sûr, ils sont 1,3 milliard, là, OK? Et puis... Et pas une priorité. Jean Soulard n'est pas une priorité pour l'Inde. Non. Tout de suite, je dis, je reviens, OK? J'ai même pas dormi, là. Je suis reparti à minuit, 3 heures de taxi. J'avais réservé, bien sûr, l'avion. Les prix avaient décollé comme leurs avions. Mais peu importe le prix, il fallait que tu reviennes. Ben oui, c'est une décision d'une vie, d'un certain sens. Non, tu y penses même pas. Ouais. Ça coûte ce que ça coûte. Tu veux. As-tu songé que tu aurais pu ne pas avoir de billets pour revenir ou parce que tu avais une crainte au départ? Oui, j'avais même 2 choix de y aller tout de suite, là, dans la nuit, ou 2 jours plus tard. Je dis non. Qu'est-ce que je vais faire de plus 2 jours plus tard? Okay? Stressé. Quelques difficultés pour rentrer à l'aéroport, parce qu'évidemment, il faut connaître aussi l'Inde. Okay? Tout le monde veut rentrer dans un aéroport, pas pour les bonnes raisons. Et puis, je décolle, je repasse à Londres. Et le vendredi soir, 3 jours plus tard, je suis revenu. Il est minuit et je suis revenu chez moi ici à Québec. Okay? Et puis là, bien sûr, je me mets en quarantaine. Ben oui. J'étais installé, il y avait assez de stock, on m'avait mis assez de stock dans le réfrigérateur, et puis j'avais un congélateur qui était bien plein, là, j'avais pas de trouble pour pas mourir de faim. Et puis là, je tourne quelques jours comme une hélice, puis je dis, écris donc une première ligne de ce bouquin, juste une première ligne. C'est l'occasion. Tu peux rien faire. Tu peux même pas prendre ton café chez Cartier, sur Cartier, comme tous chez les Morena, jours. Tu peux pas aller chez Morena. Tu peux pas aller voir le chef Vito qui est là, puis José, puis lire le journal. Tu peux aller nulle part, OK? Oui, tu peux aller faire ton jogging. Il y avait encore du ski de fond à faire. Et même le centre de ski, il est fermé. Et là, j'ai écrit le premier paragraphe de ce livre en question, Chef, oui, chef. Et puis, les histoires se sont comment dirais-je, profilées. Et puis, ça roulait. Mais c'est souffrant d'écrire. Je peux te dire, écrire ce genre de livre, c'est pas simple. Ça vient de chercher tout le long. Et puis, je voulais que ça soit bien sûr centré sur la nourriture. Je voulais que ça soit drôle. Parce que même quand on te fesse, comme ça arrivait dans mon enfance, ça peut être comique. Et puis t'as pas de séquelles de ça. Alors à partir de là, tu racontes les histoires. Et là, ça partit de tous les côtés. Bien sûr, on voyage parce que le travail m'a emmené un peu partout. Bien sûr, j'ai des histoires du château Frontenac. Okay? Oui. J'ai des histoires sur le toit du château. La reine, quand on a ouvert la Maison du Canada à Londres, mais ça part un peu partout. C'est l'île de Guam aussi dans ce passé? L'île de Guam, absolument. Oh mon Dieu, j'ai aimé ce récit-là parce qu'il y a une belle histoire humaine aussi de rencontre avec le pêcheur. Avec le pêcheur, ça. Puis moi qui tiens pas la marée, là, c'était terrible. Mais est-ce que tu avais pris des notes en fil de vie? Non, aucune. C'est des choses que tu n'oublies pas. Là. Mais tu écris toi-même. Okay? Quand tu commences à écrire, là, à un moment donné, les histoires de famille, aller chercher les escargots, par exemple, tu as 5 ans, 8 ans, c'est dans ta mémoire, c'est dans le dur, là. Ça va pas te sortir. Et tu ressens, à mesure que tu avances dans l'écriture,
t'as ces sensations, t'as la grand-mère, t'as le grand-père, t'as le cochon qu'on tue, le cochon qui est sous, il a pris une cuite, le cochon, OK? Ça, c'est une histoire qui est... C'est extraordinaire, ça, c'est drôle. Mais ça, c'est une histoire de famille, l'histoire que le cochon qui est sous, OK? Et parce que le seau au cochon, il n'y avait pas seulement les restants de la nourriture des clients, il y avait aussi des verres de vin rouge qui avaient tombé dedans, on ne sait pas trop comment, on ne voulait pas savoir, et puis le cochon était sous. Et comment on tue le cochon et ça, c'est des histoires qui ont été importantes. Tu as réussi à l'imager. C'est drôle parce que je t'entends parler du cochon. Puis quand je lisais le livre, puis c'est assez bien raconté, puis avec assez de détails que je présumais. Je voyais un peu comme quand on raconte un voyage. On voit l'église où on parle d'avoir pris un petit repas. Oui. C'est la même chose. Je lisais ça. J'imaginais. Le rayon de soleil, l'odeur, ou même la petite chaleur qui arrive, l'ombre d'un arbre qui est un peu d'eau, un peu de pain, on se souvient tout ça, une goutte de vin, c'est tout ça. Est-ce que c'est volontaire de ne pas avoir fait ça chronologique? Ça se promène, tu sais, j'ai aimé ça, moi, j'ai trouvé ça original. J'ai trouvé ça original, j'ai dit probablement qu'un éditeur aurait dit, hey, t'es sûr, là? C'est exactement ça. Ça, c'est l'éditeur. On peut être mêlé, puis eux autres, ils aiment ça, la forme, puis la structure. Alors, c'est moi qui avais classifié ça. De mon enfance aux dernières histoires, OK, qui était l'histoire de l'Inde. Finalement, l'histoire de l'Inde est sortie, puis l'éditrice, elle me dit, t'as pas envie de mélanger? Puis, à mesure que j'écrivais, je lui envoyais mes textes, OK, elle faisait ses commentaires dessus, et puis quand tout a été fini, je lui dis, j'ai repensé à ton affaire, c'est vrai que ça va être mieux de les mélanger. Puis elle était plus d'accord. Non, c'est bien comme ça? Alors, c'est comme ça que c'est sorti, oui. Mais c'est une bonne idée. Ce que je retiens, puis tu me diras si c'était un peu l'objectif, ce que tu vois, c'est que quand on parle de cuisine, parce que quand on parle de Jean Soulard, on parle d'un cuisinier, un grand chef, c'est ce que je dirais pour résumer, je dirais, la cuisine, c'est pas mal plus que des recettes et des ingrédients. C'est ça que je dis dans le livre. C'est ça, hein? Moi, je dis, souvent on me demande, c'est quoi ton meilleur repas que tu as fait? Et moi, mon meilleur repas qu'il a fait, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Mais il y a une chose que je me souviens, c'est les gens qui étaient autour de la table. Le fun que j'ai eu, puis on a fini tard. Qu'est-ce qu'on a bouffé? Des fois, c'était un bon pain, un bon fromage, puis une ou plusieurs bouteilles de rouge, puis c'était correct, OK? Et pour moi, c'est ça, mais c'est le côté humain des choses, la nourriture. Ouais, c'est le partage. C'est des gens puis des lieux. Tu as des moments marquants. J'imagine que le livre n'est pas que ces moments marquants-là, parce qu'il y a un côté drôle aussi. C'est ça que j'ai aimé. C'est comme s'il y avait un petit peu de fabulation. J'ai l'impression que tu as arrondi. C'est ça que je trouve drôle. Oui, Quand tu te parles à toi-même, ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a une chose qui n'est pas vraie dans le livre. Les poules du château ne parlent pas, OK? J'ai présumé. Mon psy m'a dit, tu peux pas écrire ça, OK? Ou alors, faut pas le dire. Mais tu t'es pas retenu beaucoup dans ce que tu pouvais faire ou pas. As-tu aimé ce côté-là de pouvoir, pas inventer, parce que je comprends que c'est une vraie base. Non, là, il y avait un côté, je sais pas, Jean de La Fontaine, là, okay? Oui. En disant... Mais il y avait ce feeling de dire merde, faut tuer les poules parce qu'elles sont vieilles puis elles pondent plus, OK? Ça, c'est une réalité. Alors, j'ai mis ça un peu gentil, là. Jean, je veux qu'on prenne le temps. Le podcast permet ça, donc un balado nous permet de prendre le temps. Puis quand on est la personne qui est invitée, souvent on se dit « Ah, mais il y a tellement de choses qui ont été dites. Tout a été dit sur moi », ce qui est tout à fait faux, parce que les gens ne savent pas exactement. Puis je pense qu'on va prendre le temps de regarder un petit peu... On a souvent les mêmes questions, alors il y a souvent les mêmes réponses. Oui, je comprends. Mais là, si on va dans le parcours, je pense que revenir dans le temps, ça va être quelque chose d'intéressant. Je dirais d'abord, un peu comme Obélix, à la lecture du livre, mais à la lecture de ma recherche, que tu es tombé dedans quand tu étais jeune. C'est pas un cliché dans ton cas, là. Non, j'avais deux grands-mères. La première grand-mère avait l'auberge du village, puis la deuxième avait la boulangerie du village. Mon père a été boulanger avec son frère et puis sa sœur. Et puis de l'autre côté, ma mère, ma tante, travaillait dans l'auberge. Il y avait des oncles tout autour de ça aussi. Et puis... C'est un peu comme en Afrique, le village t'élevait, là, c'était toute la famille agrandie qui t'élevait, là. Et puis, on restait donc à l'auberge. C'est près de quoi, juste géographiquement, au centre de la France, à l'ouest? Je suis vendéen. Vendéen, okay. C'est dans l'ouest de la France. Les gens vont connaître la Bretagne, mais juste en dessous de la Bretagne. On connaît les Sables d'Olonne, OK? On fait beaucoup de bateaux de ce côté-là. Et c'est venteux. Hein? Et c'est venteux. Oh! Oui, c'est venteux. La Vendée, il faut y aller.
Désolé, tu peux pas le traverser par accident. C'est vraiment sur le bord Atlantique. Et je suis né un peu à l'intérieur des terres, dans un minuscule village. Je dis toujours qu'il y avait plus de canards que d'habitants. Puis c'est encore vrai, OK? C'est Tu y vraiment... retournes à l'occasion? Ben oui, ma mère est encore là, elle a 94 ans. Et Comment puis, va-t-elle? Elle pète le feu. Hein. Et j'aimerais des fois qu'elle ait pas trop de mémoire. Elle a une mémoire. Elle me rappelle des trucs, là. Elle connaît ses petits-enfants, là. Elle trompe pas avec leur nom. Elle se souvient de tout. J'ai dit, maman, tu peux pas oublier un peu quelque chose, là, okay? Mes conneries, par exemple. C'était ça. Alors oui, toute la famille est encore là. Mes oncles, mes cousins, mes cousines, personne n'a décollé. Est-ce que malgré cet entourage tout à fait alimentaire et nourrissant, t'aurais pu ou t'as eu l'idée de faire autre chose? Parce que tes parents t'auraient pas empêché. Ça veut dire, je quitte le village, puis je m'en vais en administration, je veux devenir homme d'affaires. Peu importe, là. Tu l'as été un peu, là, mais est-ce que t'as déjà pensé à faire autre chose ou t'as jamais pensé à ça? Oui, non, jamais Très pensé, jeune, parce mettons. que très jeune, la réponse Non, est non. non. À vrai dire, à 13 ans, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et il fallait la réponse à 13 ans. OK? À 16 ans, je me trouve sur le marché du travail. À 16 ans, je pars avec mon sac. Là. T'as déjà des cours, là. Ouais, mes cours, C'est fait. l'école est déjà finie. OK, alors À 16 ans? À 16 ans, j'avais pas fait des grosses études, là. Non, mais quand même, la base, c'est ça, c'est des la cours base, oui. Un cours de cuisine pendant 3 ans, de 13 à 16. Puis à 16 ans, tu prends ton sac, puis il faut que tu manges, là. Puis il faut que tu dormes. Alors, tu trouves une job. Tu es payé avec un lance-pierre pendant pas mal d'années. Et puis, mais tu t'aperçois que ce métier, pour l'apprendre, il faut voir beaucoup de monde, il faut voir beaucoup de chefs, beaucoup de restaurants. Et puis, cette action fait en sorte que tu voyages beaucoup. Et ça, tu lâches pas. Le voyage prend le dessus. Puis aussi, comme t'apprends pas si mal, ben ça rentre dedans. Et puis les grades arrivent à mesure. Voilà, c'est ça. La fameuse image, on dit le cliché parce que je pense au film Ratatouille qui parle un peu du chef. Comment il s'appelait le chef? En tout cas, peu importe. On disait que les chefs français, souvent, toi, t'es pas cet archétype-là, plutôt bedonnant et râleur. Puis qui était. Est-ce que t'en as croisé de ces chefs-là? Ben oui. Les typiques chefs plutôt rondelets, mais aussi avec une humeur de... Mon premier chef que j'ai connu, je raconte cette histoire. Ouais. Lui, il fessait, OK? Puis il tapait, là, t'as l'air Ton épaule va bien? t'as l'air bon Tu te dire... rends compte que t'as eu un bon point. Hein? Ben oui, pendant une semaine ou deux, t'as mal, là, OK? Parce que t'es tout petit et puis que t'allais rebondir sur le réfrigérateur. Mais dans ce temps-là, il n'y a rien psychologiquement qui te reste, là. Mais oui, je les ai connus. Parce que c'était comme ça? Parce que c'était comme ça. J'espère que c'est plus ça. Je peux pas croire, OK? Mais oui, l'ambiance, c'était rude, c'était dur. Tu baissais les oreilles, tu parlais pas, tu l'entendais hurler parce que des fois, il y avait un peu de vin. Lui, dans son cas, il criait après sa bonne femme et il était de mauvaise humeur et puis tout passait. J'étais un spécialiste. Il balançait les casseroles de cuivre, là, à travers la cuisine pour les envoyer à la planche. J'étais un spécialiste. Quand je voyais que la casserole de cuivre arrivait, hop, je sautais, je me passais dessous les pieds. Mais il faisait ça régulièrement? Ah oui, bien sûr. Mais c'était dangereux. Ben oui que c'est dangereux, je comprends. Je la voyais arriver, la casserole, hein, parce que ces casseroles de cuivre sont très lourdes. Et puis, wham, c'était parti. Puis c'était impossible de lui répliquer. Oh, oublie ça. Ben ouais, le gars, il faisait 2 fois mon poids. Il faisait 250, 275 livres. C'était un ancien boucher en plus. OK? Est-ce que c'est un bon chef? Oui, j'ai appris, tout à fait. OK, oui. Pour toi, c'était un enseignement quand même. Bien sûr, t'as 16 ans, t'as tout à apprendre. Okay. Moi, la seule chose que je connaissais, c'était ma grand-mère puis la cuisine de ma grand-mère. Là, faut que je dépouille des anguilles vivantes. Là, parce qu'on faisait la cuisine du terroir. Alors, il y avait des anguilles dans la Loire et il dit, OK, dépouille ça. Tu vois ça grouiller dans le fond du sac. Fait ça? Ben, jamais de la vie. Alors, là, tu comprends que... Mais qu'aurais-tu fait sans Joséphine? Ah oui. Parce que tu parles de celle qui était un peu... Ben non, mais t'as une bonne mémoire, ou t'as bien lu. Non, j'ai pris quelques notes parce que je me disais, probablement qu'elle t'a réconforté quand tu trouvais ça dur. Ben oui, bien sûr. Parce jeune, que on parle de côté humain.
Oui, il y a des gens qui se contrôlent pas trop, puis qui sont un peu, qui sont un peu bizarres. Mais à côté, il y a toujours quelqu'un pour récupérer ça. Et Joséphine, elle, c'était une vieille une maman là, une soixantaine d'années. Dans ma tête, elle est vieille, mais on s'entend que c'est pas vieux. Non. Ben non! Non. Et puis, t'en fais pas, Tiga, là, t'en fais pas. Là. Je vais te montrer, OK? Je vais te montrer comment on fait. Elle t'a montré aussi Oui, beaucoup. elle m'a montré beaucoup. Quand l'autre, il piquait sa crise puis il partait, là, elle me montrait, puis elle dit, fais ça comme ça, tu vas pas avoir de trouble. Là. Alors oui, c'est des gens qui sont importants, qui font que passer dans ta vie, mais il y en a eu tellement. Et t'apprends, à côté de ces gens-là, t'apprends avec des chefs qui te font grandir, et c'est comme ça que tu grandis, puis c'est encore aujourd'hui. Okay? Est-ce que tu dirais que tu as appris des choses qui t'ont servi toute ta carrière, mais que tu as peut-être appris aussi des choses que tu voulais pas être ou ne pas reproduire? Absolument. C'est sûr qu'il y a les deux. Quand tu te fais fesser, tu te dis non. Moi, ça sera pas ça, ma cuisine. Non, ça sera pas ça. Puis je sais pas si tu penses même pas un jour que tu vas être chef, mais Non, okay. Assurément, tu dis non, c'est pas ça que je suis, c'est pas les valeurs qu'on m'a données. Et puis il devra arrêter de boire. Ben, c'est sûr que tu y passes, ok. Ça, tu touches pas à ça. Parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est un métier qui est dur et tu t'es les deux mains dedans, dans l'alcool, dans la bouffe, l'obésité, l'alcoolisme. La dope, on s'entend-tu? Ouais. Les pilules, parce qu'à un moment, il faut que tu tiennes les services et puis tu les as l'un derrière l'autre et puis tu travailles 6 jours et puis ça n'arrête pas. Et moi, pour revenir à ce qu'on disait, j'ai trouvé une autre médecine, c'est d'aller courir tous les jours et puis de laver ma tête pendant 1 heure puis de revenir. Puis... Assez tôt dans ta carrière que tu as fait du sport? Okay. Dès que je me suis retrouvé en charge d'une grosse cuisine. Le stress? J'ai 24 ans, je suis à Guam, dans le bout du Pacifique. Oui. Et le stress qui commence, très rapidement, j'ai senti qu'il faut dégager. Là. Sinon, ça va mal finir ou alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Et tu aurais peut-être laissé? Tu aurais peut-être... Oui, sans doute, peut-être. Décroché si c'est trop, là? Oui, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, qui dans heureusement, la situation. Ça aurait été un malheur pour nous, mais si tu n'évacues pas, tout le monde dit que tu peux pas travailler d'arrache-pied si tu n'aimes pas ce que tu fais. Puis quand on est rendu à détester parce que tu es trop fatigué, parce qu'on te donne trop de chance. Le stress je sais pas si ça a varié, ça a changé au fil des années, mais est-ce que le stress est surtout lié à la performance que l'on s'impose ou que l'on nous demande? D'abord que l'on s'impose. OK. Parce que mes valeurs étaient comme ça. Ma grand-mère, ma mère, dans la business où le client doit être content, blablabla, OK. Par la suite, bien sûr, il vient dans l'autre sens, OK. Et puis toi, tu te mets quand même, tu te mets toujours de la barre. Tu peux pas être mauvais. Et si je prends l'exemple du château, les clients, le prix qu'ils payent, tout ce qu'ils ont autour d'eux, ça doit pas être mauvais. Puis pendant 20 ans, tu essaies de tenir ça. Et je me souviens un jour, il y a un boss qui me disait « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire là maintenant ?» Oh, j'ai dit de satisfaire les clients tous les jours, c'est déjà beaucoup, OK? Et puis, avec tous les réseaux qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, quand un client est malheureux, tu le sais rapidement. Et j'ai connu ça. Là. Tu te dis tabarouette et tu transpires, là. Ouais. Dis-moi, Jean, ton parcours, quand on le regarde, quand on y pense, il nous rend presque jaloux d'envie parce que tu as beaucoup travaillé à travers le monde, peut-être par les associations et les entreprises qui t'ont engagé. Mais si on fait le bilan, tu as commencé en France, donc tu as travaillé très jeune en France. Est-ce que tu es resté assez longtemps en France? Ou non, rapidement? Pas très. J'ai calculé. Je me dis, tiens, j'ai peut-être une retraite à aller chercher de la France. J'ai 18 mois. Oh mon Dieu! Alors, ça a été très, très vite. C'est Grande-Bretagne après? Ou après, ça a été la Corse, encore la France, mais la Suisse, l'Italie, l'Angleterre à Londres. Et puis, par la suite, l'Asie est arrivée. Manille, Guam, Manille. J'avais fait un tour à Hong Kong, mais pas longtemps. Tokyo, toujours avec Hilton. C'est ça. C'est Hilton qui te permet ça? Bien sûr, c'est la première grande entreprise qui engage Jean Soulan, c'est Hilton. Hilton. Comment ça s'est passé? Parle-moi donc du moment où est-ce qu'on vient te chercher ou tu as des auditions? Je connais rien là-dedans. Alors, absolument. C'est une grande chaîne, j'imagine qu'ils font pas une annonce Kijiji. Je sortais d'un grand restaurant français qui s'appelle toujours l'Auberge du Père Bis, OK? 3 étoiles Michelin. Tu connais les Michelin, OK? Oui. Et puis, 3 étoiles, oui, je veux venir au Canada. La première, j'avais fait une couple d'années avant, j'avais fait un kibbutz et j'avais croisé les premiers Canadiens. Puis je les trouvais cool, les Canadiens. De quel âge à peu près quand ton rêve canadien arrive, là? Une vingtaine d'années. 20 ans. OK, 20 ans. Parce que un jour, j'aimerais traverser l'Atlantique. Oui.
Puis je trouvais que les Canadiens étaient bien. Et puis ne rigole pas dans ce que je vais dire. Il y a même un coin où on parle français. Bien que ça n'a jamais été une motivation. Le boulot, il s'est fait en anglais pendant pas mal d'années pour moi. Et puis je l'ai appris sur le tas en plus. Okay? Ouais. Et puis là, j'ai dit, OK, tu vas aller au Canada. Alors, la seule façon, dans ce temps-là, il n'y a pas Internet. Tu prends un papier, puis tu écris. Ah bon? Alors, tu regardes les hôtels qu'il y a à Montréal, puis tu envoies 4-5 lettres à Montréal, OK? Et puis tout d'un coup, il y en a un qui te répond. C'était le Reine-Élisabeth, qui était géré par... Est-ce que tu connaissais? Non, Pas à ce moment-là, OK. Je connaissais pas le Reine-Élisabeth. Pour moi, c'était un hôtel comme tout le monde. Je comprends. Puis on a tellement des gros en France aussi. C'est pour nous, au Québec, on sait que Reine-Élisabeth, c'est gros, mais... Oui, mais on n'a pas des gros hôtels de 1400 chambres comme ça. À Paris, il y en a quelques-uns. Oui, mais j'avoue. Mais les Deluxe, ils ont 60, 100 chambres. OK, tu sais ça, à Paris, là. Oui. Les Monceau de ce monde ou les Four Seasons et compagnie, là, je veux dire... Le Crillon. Entre autres, mais on pourrait tous les énumérer. Oui, quand même. Puis le gars, il me fait une offre. Et puis, finalement, j'arrive. Je ne suis pas resté longtemps à Montréal, 3 mois. C'est un genre de training avec Hilton que j'ai. C'est géré par Hilton, Reine-Élisabeth. Et il m'amène ici à Québec pour ouvrir Les Perlans. Ça dit quelque chose, Les Perlans? Je voudrais dire oui pour avoir l'air intelligent, mais non. C'est sur Place Royale. C'était un restaurant qui était géré par Hilton. Dans ce temps-là, il y avait 5 hôtels. Sans qu'on sache, tu n'as pas identifié Hilton? Non, non. OK. Il y avait 2 restaurants. Puis on me donne l'ouverture de ça. J'ai 21 ans, 22 ans. Et puis, je reste pendant toute la saison d'été. Puis en novembre, je demande un transfert. OK? Et puis là, je suis parti. C'est là que je m'en vais à Guam. OK? Puis que je fais mon tour en Asie. Est-ce que ça a été difficile pour eux de te faire rentrer au Canada pour travailler? Je rigolais. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué. On se dit, je peux pas croire qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était aussi complexe de faire... Je rigole quand je vois la difficulté aujourd'hui, OK? Ils disent... parce que quand je suis revenu après 4-5 ans plus tard, je devais partir pour l'Australie pour un hôtel qui ouvrait à Perth, dans l'ouest australien. Et puis, en même temps, dans le même 24 heures, Québec aimerait que cherche un chef. Est-ce que tu as envie d'y retourner là-bas? Okay? Alors, il me dit, donne-moi la réponse demain matin. Finalement, le lendemain matin, j'avais oublié parce que j'avais sorti avec un copain. On était rentré tard dans la nuit, tôt le matin. T'as pas tiré chaudron? T'as pas tiré chaudron même si t'avais bu, non? Non. Et puis, le gars, il dit alors, Perth ou Québec? J'ai dit, OK, je m'en vais à Québec. Et c'est comme ça. Mais le temps, il me dit, OK, tu pars dans 2 semaines. Le temps de faire les valises, tu prends l'avion. Je me suis arrêté à Paris. Il me dit, rends-toi à l'ambassade du Canada. Je suis rendu à l'ambassade. Votre nom, Jean Soulard. Pof, il prend mon tampon. T'es tamponné. Fini. Aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça. Non, en 79, c'était comme ça. C'est clair que les grosses compagnies devaient avoir des filières rapides, comme on dit, mais c'est comme ça que ça se passait. Et puis, 48 heures, j'ai été dire bonjour à maman. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je m'en vais au Canada. Elle me dit, ça c'est bien, ça va être plus près que de l'autre côté. Okay? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est très, très rapide. Et quand je vois mes collègues là, qui cherchent des employés, parce que là, on a la pandémie, mais quand tout va repartir pour de vrai, ils vont retomber dans les mêmes galères d'employés qu'ils vont avoir, qu'ils avaient avant, je veux dire, ou qu'ils n'auront pas. Et ça, c'est terrible. Moi, je ne connais rien à la politique de l'immigration, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça simple? Hein? Surtout que c'est des gens formés d'Europe qui pourraient venir. Et qui parlent la langue, c'est plus facile. Parlent la langue. Plusieurs parlent anglais aussi, mais... Bien sûr. C'est plus facile pour la culture, pour l'intégration, tu es d'accord? Ils ne vont pas être français, on s'entend. Ils peuvent être n'importe quelle nationalité. Et ils sont formés, ils sont actifs tout de suite. Et il manque de monde. Et là, tu as envie de dire que dans mon temps, mais il ne faut pas dire ça dans mon temps, OK? Mais c'était ça pareil, là. Est-ce que tu es resté, l'image, quand on va aux États-Unis, quand on va partout dans le monde, la référence de la haute cuisine ou de la cuisine évolutive, ou pas juste évolutive, mais la belle et grande cuisine, c'est encore français? Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais ce qui est resté de ce que toi, comme Français d'origine, tu considères comprendre d'où vient cette réputation-là? Je
peux comprendre. Est-ce que je suis d'accord aujourd'hui? La cuisine, pas tant, non, dans la mesure où la cuisine, elle est partout, assez mondialisée, et il y a du talent partout. La cuisine française en tant que telle, quand tu la regardes, c'était la cuisine d'Escoffier, où tout était structuré, où on disait un tourne-dos Rossini, puis un tourne-dos Rossini, c'était le foie gras, la truffe, la garniture avec tel genre de pommes de terre, tel genre de légumes, et tout était structuré. Aujourd'hui, l'imaginaire, on s'est éclaté de partout, et puis aujourd'hui, il n'y a plus un menu qui est pareil, et puis il y a la cuisine, il y a le service, mais il y a aussi l'atmosphère, le décor, et la cave qui est là, et les gens cherchent du renouveau en permanence. C'est là que ce métier devient très très difficile. Et tu peux avoir une renommée, mais si tu n'es pas toujours là avec des nouvelles idées, tu peux décrocher. Oui. Il y a des grands chefs avec qui j'ai eu la chance de parler, tu fais partie de ceux-là, mais qui m'ont dit, puis je pense pas que c'est toi qui m'as dit ça, qui m'ont dit être un peu nostalgique de la grande cuisine, pas juste la cuisine française, mais la grande cuisine qu'on appelle avec des nappes blanches, là, on dit aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a des impératifs monétaires, il faut que tu fasses du profit, il faut que ça marche. Souvent, on t'invite à aller vers le bistrot. On t'invite à changer un peu la façon de faire. Puis certains, les plus âgés peut-être, sont nostalgiques. Mais tu n'as pas l'air de ce type-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as évolué avec... La clientèle peut être nostalgique. Combien de fois je croise des gens puis d'un certain âge et puis qui me disent « Ah, le château, OK ». Mais ça, c'est normal quand tu vieillis, que tu peux rêver à ce que tu as connu et que tu considères que c'est comme ça que ça devait être. Sauf que j'ai vu cette évolution. Moi, je suis arrivé dans la cuisine avec la nouvelle cuisine. On est dans les années 70, puis on commençait déjà à enlever le gras, peut-être pas trop, mais à épurer. On avait des noms qui étaient un peu plus poétiques et ainsi de suite. Hein? Je suis arrivé. Tu étais dans ça. J'ai été dans ça. Moi, j'ai grandi à cette époque-là et j'ai vu toute cette évolution. Je veux dire, les modes de cuisine californienne, fusion, name it, là. Il y avait tous les noms. Et aujourd'hui, on revient au terroir. Big deal, quand tu dis on n'a pas quitté le terroir, dans la mesure où, quand je suis arrivé ici, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il y avait. OK, il a fallu beaucoup construire, et puis, mais j'étais pas le seul pionnier, on s'entend. Alors, il y avait un paquet de chefs qui avaient ses propres artisans, producteurs, éleveurs et tout ça, mais c'est ça la vraie cuisine, c'est à côté du produit, un produit frais qui est bon. Là, je reviens dans ma cuisine là, pour répondre à la question, mais c'est ça. Et alors, la nostalgie, c'est dire c'était mieux avant. Dans mon temps, mais il faut évoluer. Moi, aussi. Je crois pas. Je pense qu'on recevait des coups dans mon temps. Est-ce que c'était bien? Non, c'était pas terrible. Et puis, les produits, oui, ils venaient d'à côté. La grand-mère, il y avait le jardin du grand-père, et puis il y avait le cochon, les poules, et puis les lapins, et puis le lait et le fromage étaient juste derrière la maison. Est-ce que, quand on est grand chef, on n'en vient qu'à mieux connaître, même plus qu'on pouvait l'imaginer, par exemple, les vins pour les accords, ou si on laisse toujours ça à des experts, puis nous, on reste, tu sais, comme toi, t'étais chef du Château Frontenac, on comprend qu'il y avait des grands invités, des repas extraordinaires, puis le vin, l'accord, vin et boisson. Est-ce que tu en es venu à être un meilleur là-dedans, ou tu as toujours fait confiance à ceux j'étais meilleur, j'ai appris. Puis tu apprends avec des bons sommeliers. Le gars qui dit, OK, il venait dans le bureau et dit, chef, ce soir, comme vous savez, on a tel président, tel ministre ou que sais-je, le menu, c'est ça, puis ça. On en avait plein de menus tous les jours. Et puis il me dit, regardez ce que j'ai pensé. Alors, et le gars, il t'en versait une goutte. Je bois pas, ou presque pas. Okay. Mais sentir, tu le mets sur le bout de la langue, puis tu dis, OK, ça va être correct, ou à mon avis, c'est trop fort pour la sauce. La sauce, voilà quel genre de sauce qu'on a fait. Je pense que ça va pas équilibrer, ou au contraire, oui, là, tu as vraiment la patente, ça va rentrer dedans, oui. Quand tu arrives, il faut parler, je pense que le cœur de ton œuvre, c'est Château Frontenac, 20 ans quand même. Je ne dis pas que le reste, c'est pas important, pas du tout, mais on te connaît surtout comme le chef du château. Tout ce qui était avant, ça construit le château. Là. C'est sûr. Mon château. On te connaît parce que tu as fait des livres, tu as fait des apparitions télé, médias, tu es assez... Mais on te lit tout le temps au Château Frontenac, j'imagine? Essentiellement? Oui. Bon, c'est pas la pire des... Oui, je suis dans les chaises au Massif, et puis... c'est drôle, les gens, à cause de nos masques maintenant, je peux dire ça, j'étais chez Costco il y a une heure, OK?
Je vais nourrir la famille à Pâques. Là, okay. Et puis quand ils arrivent, ils ont toujours faim, ces 3 gamins. Sûr. Ils mangent à longueur de journée. Et je suis à la caisse, et puis on a le masque, et puis la dame, on se met à parler, ok, puis elle me dit, je reconnais votre voix. Les gens maintenant, ils reconnaissent à la voix. Ça, je trouve ça drôle. Je dois avoir un accent, faut croire. À peine. Parlons de château, parce que c'est pas banal de travailler au château. J'ai eu la chance de faire un entretien, un podcast sur le château Frontenac, entre autres. Puis je voyais qu'il y avait plein de demandes, mais c'est pas là-dessus. Je vais aller sur Jean Soulard. L'arrivée au château Frontenac, est-ce que ça peut être un rêve? Est-ce qu'on peut provoquer ou vous avez été... Non. Encore une fois, on vous a offert ça? On m'a offert ça. C'est quand même, à notre avis... J'étais au Hilton. Hilton, dans ce temps-là, c'était 7 restaurants. À Québec, au Hilton? Oui, au Hilton. Le centre des congrès, on gérait le centre des congrès. On avait des boutiques à Place Québec. J'avais une équipe beaucoup plus grosse qu'au château. Le volume était Ah bon? Je savais pas ça. Dans ce temps-là, là, okay. Par la suite. Vous faisiez les deux. Donc, les cuisines du Hilton servaient à faire... on avait 4 cuisines, là. 4 cuisines. On avait une cuisine pour le centre des congrès. Et puis, la base des productions était distribuée après dans tous les outlets, j'allais dire, dans toutes les autres places où il y avait un service. Et puis, le château, le chef quittait dans ce temps-là. Le chef Mo quittait, il avait fait 7 ans, les 10 années avant moi, il y a eu 7 chefs différents. Okay? Mais voyons. Ouais. Ça roulait, hein. Est-ce que les autres, quand ils t'ont vu, ils espéraient que ça soit plus stable? J'en sais rien. Moi, ils t'ont quand même enduré 20 ans. Ça, tu le sais pas. Non. Mais ils sont arrivés en disant on aimerait vous voir. Alors, on a été dans un petit restaurant. Au Hilton, j'espère. À 11h. Non, dans un petit restaurant à Québec. À Québec, dans une petite ruelle, discrètement, à prendre un café à 11h le matin. Mm-hmm. Le boss était là, son assistant. Et puis, ça a duré très, très rapidement. Monsieur Borel, dans ce temps-là, ça te dit quelque chose? Oui, absolument. Il m'a posé 1 ou 2 questions. Et puis, tout d'un coup, il s'est levé, comme il savait faire. Puis, il a dit à Monsieur Cassatli, occupe-toi des détails. Okay. Et là, j'ai signé. C'était une belle journée pour toi? C'était une grande nouvelle? Mais j'ai le bonheur... Simple? Simple. Mais je te crois, je te connais un simple, peu, Jean. Mais quand tu as le bonheur, je me suis toujours dit d'avoir le bonheur simple te permet d'avoir les malheurs simples aussi. Les malheurs sont moins profonds. Okay? Il y a moins d'extrêmes. Il y a moins d'extrêmes. Mais ça, c'est ma personnalité. Je rigole en disant que... Mais non, j'étais content, mais je connaissais la tâche à passer à travers, là. J'ai dit, attends, là, t'es mieux de pas te tromper, là. Et puis... Ça veut dire qu'on vient chercher ta réputation, ton talent, parce qu'il n'y a pas question dans un petit meeting autour d'un café qu'on dise exactement la liste d'épicerie. C'est pas ça. Non, on vient voir ta volonté, on vient voir ton intérêt, puis après ça... Ça a duré 5 minutes. Je comprends. Le café, il était encore chaud quand le patron s'est levé, là. Son idée était faite, il voulait juste Non, valider. il voulait voir le gars. Okay. Puis souvent, il m'a dit, t'étais vraiment habillé comme la chienne à Jacques. J'ai dit, ouais, mais là, je sortais du boulot. Hein, je veux dire, j'ai même pas eu le temps. Hein, j'avais une demi-heure, puis c'est tout, là. OK, t'étais mieux de te faire une idée, là. Est-ce que le Hilton avait essayé de te garder? Tu te souviens-tu? Bon, c'était le temps où la compagnie Hilton était en train de se faire vendre par une autre grosse compagnie. Okay. Et leur but, c'était pas la restauration. Puis ça, c'était clair. OK? Oh. Mis à part qu'on était aussi dans 9 mois de grève, là. OK? Mais, et ça, c'était pas... C'est un bon timing pour toi. Le timing était bon. Et puis, moi, j'ai 40 ans. Je me dis, OK, là, il va falloir que tu penses à autre chose. Peut-être qu'il faut que tu décolles de ce pays. Là, c'était ça. Ça aurait pu être ça, oui. Avant même cette offre-là, donc là, arrivé ça me tournait dans la tête, là. Je savais que je devais prendre une décision. Alors, comme tu dis, le timing était là. Donc, tu arrives au château et ce qu'on n'arrive pas à... Combien de gens travaillent pour toi quand tu es au château en temps normal? Le château, c'est les cuisines, les plongeurs, il y a tout le service, les maîtres d'hôtel. OK, là, il y a 250 personnes autour. Alors, au début, je gère les cuisines, la plonge et le reste, là. Et puis, par la suite, quelques années plus tard, le directeur de la restauration n'est pas remplacé. Et puis, tu récupères tout le bol, là.
Quand Jean Soulard, mettons, reçoit ses petits-enfants, reçoit sa famille, puis fait un gigot d'agneau, fait une recette extraordinaire, il va contrôler un nombre limité. Mais moi, ça m'a toujours impressionné de penser que tu puisses faire autant de qualité en surnombre, avec 150, 200, 300, 400 couverts. Ça m'impressionne. La réponse, elle est simple. C'est l'équipe qui est autour de toi. Mais j'apprends rien à des gens qui roulent des grosses affaires. Alors, bien sûr, c'est toi qui donnes le tempo, c'est toi qui donne l'ambiance et puis et qui est à gauche, à droite, qui essaie d'être proche des employés, d'être à l'écoute et puis du client. Qu'est-ce que le client il veut? Alors, à partir de là, j'avais des sauciers, là, des chefs sauciers qui étaient extraordinaires. Pâtissiers, les garde-manger, c'était les gars au service. Là, eux proposaient ou tu disais? Non, ça se faisait en équipe, OK. Ça se faisait en équipe. Le gars qui était en charge d'un des restaurants, il dit là, faut refaire le menu. OK, on s'assoyait. Voilà ce que j'ai pensé. Regardez, chef, on va goûter les plats. Il y a telle et telle affaire. C'était toujours... c'était un consensus entre les gens. Moi, je connaissais les fournisseurs, des fois, l'artisan qui faisait pousser telle affaire, OK, et puis je disais, OK, on a tel produit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais. Fait qu'il il y a ces rencontres-là avec les gens, il y a le plaisir de partager. Est-ce que l'élément un prix raisonnable, le prix, tu t'occupes pas de ça à ce moment-là? Ah ben oui. C'est ça, on ne sait pas. Il y a aucun chef qui reste en place s'il n'a pas des coûts qui sont en ligne, pas raisonnables, en ligne, avec ce qu'on attend. Ben oui, ça s'appelle le food cost, là. Tous les chefs connaissent ce que c'est que le coût de la nourriture. Qui surveille ça? Mettons, qui est plus haut que le chef exécutif au Château Frontenac, mettons? Y a-tu des, je sais pas, des administrateurs? Mais c'est surtout le comptable que tu voyais à la fin de chaque mois. Et puis qui disait, voilà, chef, on a vendu tant de millions, puis tu as dépensé tant de millions, et puis tu n'es pas dedans, OK? Parce que le pourcentage n'y suit pas. Oh. Si un chef ne peut pas rester en place si ses chiffres ne sont pas alignés. Si tu as ton propre restaurant puis que tu n'arrives pas à aligner tes chiffres, tu es en faillite, OK? C'est des compagnies privées. Je veux dire... Pas parce que c'est des grosses compagnies qui vont laisser... Non, bien au contraire. On est au micro-sense. Il n'y a pas $1 qui s'échappe. Tu es responsable aussi de ton payroll. Si pour faire 1000 couverts par jour, il te faut une armée de 200, tu as un problème parce que tu as seulement 70 cuisiniers ou 80 cuisiniers avec toi. Puis, à mon avis, tu aurais pu en avoir 79 d'après le volume que tu as fait. Ben oui. Puis, tout est questionné. Je savais pas ça. Non, mais tu as les chiffres tous les jours. Puis tu sais tes barres, là, tous les jours. OK, mais pour la création, parlons, lâchons les chiffres un peu. Pour la création, est-ce qu'une latitude complète quand on est chef exécutif? OK, oui. Ils ne diront pas, on se réduit pour du canard, là, ça ne marche pas de même. Là. Pour moi, c'était la chose la plus importante. Sinon, vous n'avez pas besoin de moi. Ça prend la liberté. Ben oui, ça prend, je comprends. Ça prend une liberté. Et puis, si tu n'as pas cette liberté-là, oublie ça, je veux dire, t'es plus là. Si c'est toi qui vas me dire mets du riz de veau ou pas de riz de veau, je veux dire, non, ça fonctionne pas. Si tu enlignes tes coûts et puis que ton client est content, bien sûr, quand il y avait un nouveau menu, le boss et puis 2-3 personnes se mettaient autour de la table, puis ils allaient goûter, puis j'écoutais. Chef, c'est bien, mais à mon avis, blablabla, OK, je prends note, OK, et puis on rectifie, mais c'est toujours une discussion. Qu'est-ce que vous penseriez si on faisait ça comme ça? Puis c'était constructif, c'est comme ça que je le voulais. C'est pas Dieu le Père, le chef, OK? C'est un gars qui va dans les consensus, qui écoute. Est-ce que c'est le guide? Oui, c'est le guide, je crois, oui. Le chef, c'est... un chef est un homme qui a besoin des autres. C'est la première ligne du livre. Oui. C'est vrai dans beaucoup de domaines aussi. Hein? Puis, c'est pas de moi, ça dit en passant. Okay? C'est Paul Valéry qui a dit ça. Non, c'est ça. Le chef, donc, va être le guide. Puis, les activités vont venir, les gens vont travailler à suivre. Et tu me retrempes là-dedans, là, c'est drôle. Là. Non, mais Jean... 20 ans au Château Frontenac, est-ce que, mettons, à chaque 5 ans, tu dis, à un moment donné, ils vont se lasser de moi, puis ils vont me... Comment ça s'est passé? Et tu sais, t'es surpris, à un moment donné, je suis encore là. Oui. Tu déjà dit ça, mettons? Tu prends ta voiture, tu disais, mais coudonc, ça fait 15 ans, je suis encore là. Non, je me suis jamais dit. Tu n'avais pas peur de perdre ton emploi? Non. C'est dans la mesure où tu es entier. C'est comme si c'était à toi, comme si ça t'appartenait. La question, elle se posait pas. Tu fais le maximum. T'es là
du lundi au samedi, le samedi soir, parce qu'il y a toujours des galas, puis des fois, tu es là le dimanche parce que c'est Pâques, parce que c'est Noël ou la fête des mères, ou parce qu'il y a un gros client qui vient signer 3000 chambres et puis 10 000 couverts, là, OK, pour un congrès. Et tu dois lui dire bonjour. C'est comme si ça t'appartenait, tout à fait. Le côté PR qui est arrivé, parce que Jean Soulard, le chef, est devenu une vedette, il est devenu connu. Ouais, non, ouais. mais je sais, mais t'aimes peut-être pas qu'on dise ça, mais est-ce que ça faisait partie de ta fonction ou de ta personne? C'est arrivé comme ça. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des choses... OK, des choses qui s'enchaînent. Oui, les livres, ça aide. Et il y a eu 7 ans de Cuisine et Jean Soulard à la TV. Il y a eu la radio pendant 8 ans tous les matins. Alors, oui, t'es là-dedans, OK? Puis c'est le château, OK? Ouais. Et M. Borel, dont je parlais tout à l'heure, il disait toujours, Jean, si c'est bon pour toi, c'est bon pour le château. Si c'est bon pour le château, c'est bon pour toi. Pour lui, là, si ça mène du monde, si on parle business, si on en parle, si Gilles Parent, il t'invite, là, vas-y, shoot, là, OK? Puis dis pas de conneries, mais il me disait pas ça, là. Mais est-ce que tu as pu mesurer l'impact que tu avais? Non, tu sais, quand je l'ai mesuré, c'est après quand je suis parti. Ah bon? Ah ouais, oui. C'est parce que tu n'as pas le temps. Tu es seulement concentré sur ton boulot. Puis quand tu sors du château, si tu as une journée de congé, là, je montais sur mon vélo ou sur mon ski, puis je voulais rien voir, rien connaître. Et puis j'avais pas le temps de virer dans la ville ou même de faire l'épicerie, là, OK, pour moi, là, OK. Mais c'est quand je suis parti, aujourd'hui, je suis encore étonné. Et je me dis, mais bon, j'ai fait ma job, c'est tout ce que j'ai fait. Puis en plus, on m'a payé pour ça. Puis j'étais heureux, OK? Et non, je ne me suis pas rendu compte quand je suis parti. Oui, là ça c'était... Est-ce que j'ai bien compris que c'était ta décision de t'en aller? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une décision que tu avais en tête depuis quelques années ou comment ça s'est passé? Ta réflexion s'est fait comment? OK, ce qui s'est passé, c'est qu'on rentrait dans un moment de grosse rénovation. OK? Tous les 20 ans, moi, je suis arrivé après une grosse rénovation. Et puis, quand tu rentres dans des grosses rénovations, là, tu fermes un hôtel et tu ouvres un hôtel. C'est ça que ça veut dire. Tu casses les murs, tu refais tout. Et là, je me suis dit, tu as 60 ans passés, là, OK? Là, tu étais parti pour 1 an et demi, là, facile. Là. Oui, il restructurait. Il allait y avoir un chef uniquement pour le Champlain. Moda, c'est drôle qu'on parle de Moda, là, il vient de quitter, là. Ouais. Je veux dire, c'est terrible, là, quand j'y pense. Là, il fait combien de temps, le Moda? Modivirus. 8 ans, mais il était chef du restaurant, Moda. Ouais. Il y avait un chef, ils ont partagé ma job en 3, là, puis ils avaient bien raison, là, OK? Il y a un directeur de la restauration qui gère... Ça a pris 3 personnes de te remplacer, Jean. C'est pas ça. C'est des blagues. Je sais que tu es très humble. Je pense que c'est une décision qui aurait dû être faite avant, mais ça c'est autre chose. Mais les chiffres, des fois, c'est ça. Là, okay? Et donc, il y avait tout ce changement. Puis, est-ce que tu veux mourir devant les fourneaux du château? Parce qu'à un moment donné, là, c'est ça qui peut arriver. Il t'aurait gardé, à ton avis? Bon, la discussion, elle n'est pas arrivée comme ça. La discussion, elle est arrivée en disant, OK, est-ce qu'il y a de la place là? Est-ce que tu veux faire ce grand saut-là des rénovations? À vrai dire, c'était là la question. Et puis, ils ont transpiré pendant 1 an et demi, là, dans des murs cassés puis des cuisines cassées. Là. Bravo, moi j'ai connu les débuts, j'ai vu tous les plans, pris les décisions pour certaines choses dans les plans, mais j'avais pas envie de faire ce saut-là. Peut-être que j'avais besoin d'autre chose. Puis je me suis dit, si tu veux vraiment faire autre chose, OK, c'est le temps. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est quoi autre chose? Être libre? De ne pas avoir d'attache? Quand tu sors de là, tu n'as pas... quelques contrats peut-être médiums. Est-ce que tu... moi, je me trompe, là. Est-ce que tu es employé ailleurs? Non, aucunement. J'ai créé une compagnie qui gère toutes mes affaires. Okay. Alors, qui gère bien sûr tous les écrits, les trucs médias quand il y en a. Je travaille beaucoup avec le Centre de recherche en alimentation de l'Université Laval, qui s'appelle l'INAF. Ça doit être intéressant. Ça, c'est fabuleux. À vrai dire, j'ai beaucoup de propositions, j'ai mes propres projets, et puis je dis, OK, est-ce que j'ai envie de faire ça? J'ai pas envy de faire ça. Permet de dire non plus qu'à 20 ans. À 20 ans, on dit pas non. On dit pas non. Tout. Puis même au début, je me rends compte avec la pandémie que je disais, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, là, ça repart, là. J'ai dit, est-ce que tu as besoin de pacter ton agenda comme avant?
Pourquoi tous les jours tu es occupé, OK? Oui, tu es moins occupé qu'au château peut-être, mais est-ce que tu as besoin vraiment de ça? Puis la réponse est arrivée, non, tu n'as pas besoin de remplir ton agenda. Tu peux prendre un peu plus de temps sur les plaines à côté, je sais pas, ou les petits-enfants, par exemple. Oui, il y a des choses essentielles dans la vie. Et puis, non, je suis pas à ma retraite. C'est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Okay. Comme toi, actif, d'ailleurs. Actif, ouais, je suis pas capable. Je me rends compte que pourquoi on m'empêcherait de faire ce que j'aime? C'est ça la question. Absolument, absolument. Et c'est exactement ça. Puis, on est bien là-dedans. Je veux dire, il y a juste à te voir derrière ton bureau. Tu n'as pas changé 2 secondes, là. Okay, non, mais écoute, j'allais dire... J'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé à 17 ans. On a ce point-là en commun. On a commencé jeune, puis on a fait quelque chose qu'on aimait. Tu sais, c'est de gros clichés, mais c'est tellement vrai. Il n'y a rien de plus vrai que faire ce qu'on aime. Absolument. Tu n'as jamais douté? Non. Tu n'as pas de remords tant que ça? Non, aucun regret. Aucun regret. Est-ce que je me suis trompé? Oui, mais il n'y a pas de regret, parce qu'au moment où j'ai pris les décisions, c'était ça qu'il fallait faire. Si après, ça a mal paru ou que ça a été catastrophique, mais... C'est la vie, ça. Tu as croisé des gens qui font partie de peuples différents, de nations différentes. Tu t'es promené en Asie. De qui tu as appris plus? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu as dit ça a changé ma façon soit d'être ou de faire les choses. Je vais peut-être être un peu cliché, mais des fois, le plongeur là, que tu dis bonjour tous les matins, là, tout d'un coup, il t'allume sur quelque chose en disant « Chef, là, il me salit 3 casseroles. » Là, tout d'un coup, tu te dis, ouais, mais c'est pour faire telle affaire. Oui, mais moi, je l'ai regardé, là. Voici une idée, dans le fond. Voilà une idée, OK? Et puis, pas parce qu'il a 3 casseroles à laver, non, je là, OK? Très bien. Ou le chef saucier ou le sous-chef qui arrive en disant, oui, c'est bien, mais c'est bien pour 2 personnes, mais quand on sert 500, ça marche pas. On devrait repenser notre affaire, OK? Mais ça vient... Oui, ça peut venir d'en haut, mais d'en haut, le boss ou le président, ou whatever, OK? Mais pas souvent, la majorité du temps, ça devient les gens autour de toi, puis les gens qui t'assistent, là. Puis ceux-là, il faut les écouter, hein, sinon tu passes pas le tour, là. Est-ce que tu passes un bon moment quand tu vas dans un restaurant? Ouais, parce que je veux voir des copains. T'es pas critique, non, parce que OK, donc c'est des rencontres. Parce que je me disais, je pouvais pas imaginer que le chef, il dit « Ah, ben là, le service est trop lent. » C'est comme si c'était une maladie, t'es obligé. Non, t'es capable d'apprécier puis de laisser. OK, parfait. T'es capable d'apprécier puis je décroche complètement. Complètement. Okay? T'es pas chef quand tu vas là, t'es genre sous la avec des amis. Avec des amis, puis je vais voir des chefs propriétaires, là, puis je les aime, et puis on rigole, et puis qu'est-ce que tu veux manger? J'ai dit, c'est quoi t'as bouffé, là? OK, je vais te faire goûter. Est-ce qu'on te demande, des fois, des collègues te demandent des avis? Oui, ça arrive, bien sûr que ça arrive. C'est le fun, parce que dans le fond, vieillir, c'est aussi accumuler tellement d'expérience. Oui, puis mais aussi, tu peux la renvoyer, mais tu as encore des trucs. Moi, je sais, dans les contrats que j'accepte, des fois, j'apprends encore des trucs. Et puis je cuisine encore, et puis je fais de la cuisine à domicile pour des clients que je connais bien du château. Okay. Et puis là, je me dis, il faut peut-être en prendre un peu moins, là, parce que... à un moment, pour en prendre, c'est ça. Toutes les semaines, là, il y en a peut-être trop, là, OK? Faut que tu te parles. Faut que tu te parles. Je veux qu'on parle quand même d'un élément important parlant de parler, c'est le cas de dire, c'est une belle occasion en faisant un balado. Mais le terroir, les produits locaux, je sais que ça a été important pour toi, sans dire que ça a été une bataille, ça a été, t'as provoqué des rencontres, des alliances avec des producteurs maraîchers. Comment tout ça est arrivé? C'était ton intention ou on t'a aussi sollicité en disant, écoutez, monsieur Soulard, je sais que l'apiculteur dont tu parles dans le livre, lui, est venu te voir pour te proposer quelque chose, mais est-ce qu'il y a eu de ces demandes-là? Au début, d'abord, c'est en toi. Je veux dire, tu as grandi dans une auberge où la bouffe, pousse partout, c'est elle ça. était là, ouais. Okay, il fallait la ramasser. Et la bonne cuisine, elle vient avec des bons ingrédients. Il n'y a aucun chef ou aucune cuisinière qui pourra faire quelque chose de bon si le produit n'est pas bon. Et pour moi, c'était quelque chose de logique. J'arrive ici, puis je me dis, oui, il y a un hiver, mais il y a des trucs qui doivent pousser, OK? Et là, tu rencontres le premier maraîcher, c'est Jean Leblond, là, aux éboulements. Ben oui. Ah oui. Et il y a une page pour lui là-dedans, OK? Il a été important, il a été le premier pour moi, OK? Et puis,
tu te dis, ouais, là, on a un truc, il t'appelle le lundi en disant, il y a ça qui va être prêt, là. Je t'en mets, oui, tu m'en mets, puis après, il y a tous ceux qui ont suivi. Par la suite, bien sûr, au début, c'est toi qui vas les chercher, et tu leur dis, tu sais, là, il y a tel légume, là, ma grand-mère, elle avait des crônes. Ah oui, des crônes, ah ben, attends, on va essayer ça, ou des je sais pas quoi, hein, les pâtissons, ah ouais, les pâtissons, on va essayer ça. C'était pas de la nostalgie, c'était pour la variété, dans le oui, fond. pour la variété, puis grandir. Ben oui, puis grandir, bien mais sûr. offrir plus large. Début 90, là, les fines herbes, ça n'existe pas. T'as pas d'huile d'olive dans ta cuisine et puis ni de vinaigre balsamique. No way. Absolument. Puis la fleur de sel, c'est pas une fleur, OK? C'est pas un pissenlit, là, OK? On s'entend. Toi, tu sais que ça existe. Puis au fil du temps, tu te dis, mais pourquoi on n'essaie pas? Bien sûr. Parce avec que les serres, d'une part. Bien sûr. Alors, par la suite, les gens... ils savent que s'ils vendent au château, ben c'est pas mauvais pour eux. Non, c'est pas mauvais pour eux. Fait que tu as travaillé aussi avec des producteurs de viande, j'imagine, le veau. Bien sûr, le viande, le veau, les fromages. Toutes les viandes, les fromages. J'ai des histoires de fromage. Ben, raconte-en une ou deux. Moi, j'aime ça parce que c'est souvent des belles histoires, des histoires de gens qui sont pas sûrs d'eux, puis un chef va dire, moi, j'adore ton fromage, puis ça va y lancer. Oui, j'en ai eu une histoire, puis je l'ai racontée avec le gars qui s'appelle Maurice Dufour il y a pas si longtemps, OK? Et j'étais avec Maurice Dufour et puis j'ai dit, Maurice, est-ce que tu te souviens de quand tu es venu au château? Il me dit, je me souviens. Avec son rire, OK. Un jour, il y a le curé de la cathédrale de Québec qui venait souvent me voir parce qu'il avait besoin de nourrir ses pauvres. Par exemple, à Noël, là, après la messe de minuit, là, je lui faisais de la dinde et tout ça. Là, OK? Et puis, et un jour, il m'appelle et puis il me dit, Jean, là, j'ai un frère qui essaye de faire du fromage, là, OK? Qui essaye de faire du fromage. Il dit, faudrait que tu le goûtes. Bon, j'ai dit, viens-t'en, il n'y a pas de problème. Il arrive avec son frère. C'était Maurice Dufour, OK? Et puis, il y a un fromage, et puis on le coupe, on le goûte, et puis il faudrait laver peut-être le sel, oui, le faire vieillir un peu plus, et puis là. Puis je le revois 6 mois plus tard, et puis on regoute une deuxième coup, OK? Pour finalement, 1 an après, le fromage, il sort, puis il a le nom de Migneron. OK? Migneron, on s'entend-tu? C'est pas à cause de moi que le Migneron est là, non. Mais... pour moi, d'avoir goûté ce fromage, et puis il y en a plein. Le Migneron, celui qu'on se souvient le plus, mais il y en a plein. Des histoires j'aurais pu en mettre plus dans le bouquin, des histoires comme ça. Là. Maintenant, ça me revient. Ceux-là, j'ai même pas écrit. Il y aura un tome 2? Je sais pas. Chef, oui, chef 2. Mais oui, il y a des belles histoires. Puis c'est tous des histoires de rencontres. On dit... c'est ça, on dit, parlant de rencontres, quand tu es au Château Frontenac, pour des raisons évidentes, parce que c'est un hôtel de renommée, le plus photographié, tout ce qui a été dit, ça amène aussi, il y a un chef exécutif qui est là, mais il y a aussi soit des personnalités connues, qui sont là en cachette, soit des grandes stars, mais est-ce que, si tu résumais, est-ce que tu dirais que essentiellement, ceux qui ont des titres importants, soit président, c'est souvent des personnes plus intéressantes qu'on l'imagine? Bien sûr. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont guindés, puis qu'ils sont avec 8... Puis probablement que tu me dirais, si vous saviez, j'ai pris un café avec telle vedette, puis c'était d'une simplicité remarquable. Toi, tu as pu vivre ça. Paul McCartney, OK? OK. Souvent, il y a des vedettes, là, ils ne voulaient pas sortir par l'entrée principale, OK? Ouais. Alors, la meilleure façon, c'était de passer par la cuisine, OK? Ça, c'est pas le cliché des films, là, ça arrive. Cliché, là. OK, ça arrive. OK. Le gars, il traverse la cuisine, là, OK? Il dit bonjour à tout le monde, OK? Aux plongeurs, aux gens qui passent, qui sont là, ils bossent, et puis et une grande gentillesse. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous êtes bien installés? Puis le château et blablabla. Ça dure pas 1 heure, ça dure quelques minutes. Non, c'est une attention, par contre, qu'il n'est pas obligé de faire. Non, il n'est pas obligé. Il a une armée de gardes du corps, les assistants derrière, les coms qui sont là, et puis il n'y a pas de photo, là, OK? Il traverse une cuisine, et puis on l'emmène pour qu'on ne le voie pas, là, OK? Les gens, on a l'impression des fois que ces gens-là, ces grandes stars-là, ont des demandes folles. Mais moi, au contraire, c'est pour ça que je vais le demander à Jean. J'ai l'impression que quelqu'un qui a une confiance au talent d'un grand chef va dire, regarde, moi, souvent, c'est toi. Là. C'est ça, hein? Je suis persuadé que c'est la majorité des cas. Non, faites ce que vous voulez faire, c'est ça que je vais manger. Exactement. C'est ça, hein? Mais toutes ces stars, quand ils arrivent dans la grande suite du château, ils t'amènent une liste. 1 page, 2 pages, 3 pages, c'est selon, de ce qu'ils veulent. À vrai dire,
Il y a des gens autour de lui. À vrai dire, le plus difficile... Aiment ou ce qu'ils veulent? Ce qu'ils désirent avoir. Okay. Alors, il y en a que c'est un peu loufoque, là, tu as envie de dire tabarouette. J'allais dire, tu manges des jujubes, là, il y a une histoire de jujubes. Là. mais t'es bizarre, hein, puis pas de noir en plus dedans, ok? Mais des trucs, des fois, un peu bizarres. Le jus d'orange a changé toutes les heures ou toutes les 3 heures. Ça, c'est l'exception. Oui, c'est l'exception, ok? Mais quand tu t'aperçois que le plus difficile, quand il y a une vedette qui arrive, là, connue, là, du show business, en majorité, on ne parle pas de la politique plus ou du festival financier. d'été ou des grandes vedettes qui venaient. OK. Ces vedettes-là, c'est surtout ce qui est autour qui peuvent faire chier un peu, si je peux me permettre l'expression. Je comprends très bien parce ce que lui, personnellement... ça lui passe par-dessus la tête. C'est cette structure qui s'est installée, où des fois, des gens qui ont pris plus de place qu'ils devraient en avoir, ou que j'en sais rien, mais qui font que, tabarouette, la vie peut être dure, là, OK? Ouais. C'est les advanced, ceux qui sont autour, qui vont dire non. Mais ça, c'est rien de nouveau. Voilà. C'est vrai dans n'importe quel corps de métier, je crois. J'imagine. Est-ce que les restaurateurs, je reviens aux producteurs, est-ce que les restaurateurs demande beaucoup aux producteurs aussi. Maintenant, on est rendu avec quelque chose de plus autonome pour les producteurs, soit de fromage, soit de... C'est une confiance entre les deux. Et puis, ça s'est beaucoup développé. Là. Bah oui, absolument. Puis, il doit y avoir une comment dirais-je, c'est plus de la confiance. Il doit y avoir une synergie entre le chef et le producteur. Et pour moi, aussi une fidélité. Okay? Souvent, là, par exemple, j'ai commencé à travailler... fin des années 90 avec Éric Borderon. Okay? Maintenant, c'est son fils, François Cassa. Okay? Bien sûr, après, on a eu des boulangers qui sont installés avec des bons pains au levain, avec différentes farines. Maintenant, là, on a des farines locales là, à Baie-Saint-Paul, entre autres, là, et avec les moulins. Là, ça sort du moulin à côté. Ça c'est fantastique. Okay? Et cette fidélité, il venait de mener ton pain, mais non, je suis fidèle à Borderon. Et on a grandi ensemble, on a fait la patente ensemble, on a construit le pain ensemble, ok? Et pour moi, je prends l'exemple d'Éric, mais il y a plein de nombreux exemples comme ça. Est-ce que tu penses que, comme on n'est pas des grands connaisseurs, on est des amateurs de nourriture ou peu importe de ce qu'on consomme, il y a quelque chose qui est pas tangible, qui n'est pas palpable, mais qui nous amène à dire... Je vais donner un exemple bien précis. Ma blonde et moi, on est des amateurs de jambon beurre. Quand on a l'impression, probablement que c'est une impression, c'est ça que tu vas me dire, j'ai dit, il y a tellement de Français qui sont rendus ici au Québec, qui connaissent toutes les recettes de base, mais on prend un jambon beurre au Québec, mais il me semble qu'il est moins bon qu'à Paris. Mais c'est dans notre tête, ça, dis-moi. Est-ce que, ou encore tu vas me dire, non, là-bas, je sais pas, c'est quand même pas si compliqué. Non, là, mais il y a l'atmosphère, OK? Il y a le ça joue sur le... Là, t'es à Paris, là, t'es je sais pas, dans un parc. Ou Deux Magots. Par exemple, par exemple. Non, mais quand même, là, je comprends. Oui, ou Lip en face, ou oui, c'est ça. Okay. Et là, t'as l'ambiance, l'atmosphère. Bien sûr, il faut un bon pain, il faut un bon beurre. Et le beurre français, je dois dire, là, il y a... Le beurre déchiré, c'est ça? Tu le connais? Oui. Mais ma blonde a dit, ça nous prendrait ça. Est-ce qu'il existe ici au Québec? Oui, moi j'en ai... il n'existe pas à Québec. Parce qu'on n'a pas une pasteurisation, parce qu'on n'a pas la même façon de le faire. Et tu en avais au château, je suis sûr, en 20 ans, tu as eu du beurre. Oui, j'en ai eu, mais pas assez, parce qu'il faut l'importer, c'est compliqué, OK? Et souvent, ça arrivait par les valises diplomatiques des chefs que j'invitais, c'est souvent ça. Oui. Non déclaré. Non déclaré, parce que j'invitais beaucoup de chefs, et puis ils arrivaient avec leur stock, là, OK? Et puis, ça arrivait dans le container en même temps. Mais... donc, le beurre, et puis après, le jambon. Okay? Jambon blanc, habituellement? C'est du jambon blanc, mais ça peut être du jambon cru. Mais le jambon beurre, c'est du jambon blanc. Puis fait par un gars qui en fait pas 100 000 par jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas industriel. Et puis, ça se goûte quand même. Ben oui, ça se goûte. Ben oui, au bout du compte, là, quand tu as la première bouchée et puis qu'il y a un petit soleil qui arrive avec ta petite bière qui est juste mousseuse, puis ta copine qui est belle, là, et puis le temps s'arrête. Le jambon beurre est automatiquement meilleur. OK, fait que c'est ça. Dans le fond, tu réponds à ma question en disant, le contexte est aussi... Ben oui, la nourriture doit être bonne, là, mais... Tu sais, on n'arrive pas... Juste les jambons, parce que des fois, je disais... Mais la compagnie, la personne qui est avec toi, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ça résume un peu. Oui, est-ce que parfois tu t'ennuies? Parce que tu dis que tu es actif, tu fais des activités, mais... non, je ne suis pas un ennuyeux. Non, OK. Non, je ne m'ennuie pas.
Mais je peux pas m'ennuyer. Non, j'ai trop de choses à faire. Mais ne serait-ce que pour moi, ou faire de la cuisine, ou c'est ça. Mais puis comme je dis, l'agenda, il est là pour me As-tu retrouvé rappeler. plaisir Mais je l'ai pas perdu. Mais j'avais l'impression Mais tu as raison, c'est une bonne question. Je cuisine plus aujourd'hui que quand j'étais au château. Tu vas pas me ça croire. se comprend. Mais non, mais je le comprends. Si tu as passé la journée à n'être que dans le monde de la cuisine, pas juste la cuisine, mais les relations, la rencontre avec le comptable, tout ça, ça te fait que tu arrives chez vous. Est-ce que tu as le goût de t'installer puis faire une recette peut-être moins? La réponse est non. Donc, tu as repris, tu n'as jamais perdu fondamentalement ce plaisir. Je vais te dire quelque chose. Le dessert, ça n'a jamais été mon truc. Mon père était boulanger, il faisait de la pâtisserie un peu, mais ça n'a jamais été mon truc. Et bien là, je suis rendu à faire plein de desserts. Et je viens faire du nougat. De toute évidence, tu ne manges pas. Oui. Mais tu cours, yes. Mais non, tu as raison. Depuis que j'ai quitté le château, je cuisine plus. Oui. À travers les repas que je peux faire, là. Puis pas beaucoup, hein, pas plus que 10 personnes, là. Pas depuis 1 an à cause de la pandémie, comme on sait. Mais oui, c'est là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que c'est la nourriture asiatique? Parce que quand je suis arrivé avec la cuisine française, je me demandais si tu allais dire, par chauvinisme, la France, mais tu dis non, au contraire, ça s'est éclaté, tout ça. Mais est-ce que toi, personnellement, là, je parle pas de ce qui est meilleur au monde pour tout le monde, mais toi, personnellement, quelle est la cuisine dont tu raffoles? Mettons que tu veux te faire plaisir. Là. Que je veux me faire plaisir? Peut-être pas un plat comme un type de cuisine. OK. Là, hier, j'étais acheté 2 crabes. Là, OK. Des crabes des neiges. Avec du bon pain. J'ai été chercher à côté, là, au quartier. Là. OK. Ça, c'est bon, mais ça dépend. L'hiver, là, un bon mijoté, là. Et, mon Dieu, ça sent bon dans la maison, tu rentres, là, c'est bon, là. Puis la petite famille est là. Il n'y a pas grand-chose que tu n'aimes pas, Jean. Je bouffe tout. Puis j'aime bien essayer. Puis des fois, j'essaye. Là, je suis en train d'écrire un nouveau livre sur un produit du terroir qu'on n'a encore pas dit grand-chose, c'est les algues. Les algues qu'on a en Gaspésie principalement, mais aussi tout le long du fleuve. Les algues, c'est un produit comme les produits boréales, là, OK? Mais on ne connaît pas les algues. Est-ce qu'ils sont sous-exploités en cuisine, à ton avis? Au Québec, assurément. Ailleurs, est-ce qu'on le fait? L'Asie, ils ont des algues partout. Oui. Tu as été en Asie. Tu bouffes des algues. Je veux dire, ici, on a les algues seulement autour de notre sushi. Puis encore, OK? C'est un peu ridicule, c'est qu'on n'imagine pas prendre quelque chose qui est dans le fleuve Saint-Laurent, puis pourtant, c'est un garde-manger. Là. Et ça vient justement de l'INAV, du Centre de recherche de l'Université Laval. Et ils ont fait des études là-dedans. Et puis, je me suis dit, on n'a rien sur les algues. Est-ce qu'il y a plein de variétés de ce que tu es en train de voir? Oui, bien sûr. Puis il y a des ramasseurs d'algues dans la Gaspésie. Au mois de septembre, octobre dernier, j'ai fait le tour de tous ces ramasseurs-là. Puis il y en a qui vont très, très bien. Bonjour Antoine, Nicolas. Lui, ils vivent bien de ça, eux. Ils vivent bien en ce moment plus difficilement. Je mais comprends. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a vraiment quelque chose. Et tu viens de répondre à la question. Les gens, ils ne savent pas. Est-ce que tu classes ça dans des salades? Qu'est-ce que tu fais avec les algues? Je sais qu'ils le font pour des sushis ou autres. Je viens d'écrire 75 recettes. Tu peux mettre ça dans tes salades, dans la viande, dans le poisson, dans les crustacés, dans le dessert. Oui. Ah oui? Oui, je t'ai fait un sabayon avec des algues, là, je te jure, ça roule. Là, tu as fait des recettes, tu as créé des recettes? Ouais. Pour les tester, il y en a qui ont pris le bar, j'imagine. Ils n'ont pas toutes fait la cote. Il y en a qui n'ont pas passé. Des fois, je les emmène chez mon voisin. Puis il me dit, c'est bon. J'ai dit, non, c'est pourri ce que je t'ai fait là. OK, dis-moi pas que c'est bon. Là, j'ai fait une sauce. Je ne sais pas si je me mets à parler de cuisine. OK. Jus de carotte, algues. Jean Soulard qui parle de cuisine, je pense que ça passe bien. Jus de carotte, des algues. J'ai utilisé de la laitue de mer parce qu'il y a différentes sortes d'algues. Et j'ai mis ça avec des pétoncles. J'ai dit, la couleur va être bâtard. Puis non. Et le goût, là, c'est fantastique. Jus de carotte, des algues, c'est fantastique. Les algues, juste avant de venir... De l'eau salée, ce qui reste quand même... C'est très salé? Contrairement à ce qu'on pense. S'ils gardaient le sel. Oui, il peut y avoir. Il y a des algues qui vont le conserver plus que d'autres. Par exemple, tu peux cuire avec à la vapeur sur un aliment qui est posé sur des algues. OK? Ça c'est fabuleux. Puis si l'algue est très iodée et qui a du sel, un peu plus, mais l'algue qui est séchée, parce qu'elles sont principalement séchées, celles qu'on va trouver dans le commerce, qu'on trouve dans le commerce,
sont pas si salées que ça. Même des fois, elles passent presque inaperçues. Dans les desserts, si tu mets un peu de sucre, elles fout le camp complètement, les algues, absolument. Alors, Est-ce que ça va remplacer quelque chose dans nos recettes ou ça va être autre chose? Tu sais, je réponds dans cette question-là, la seule question, est-ce que c'est bon? Oui, voilà. OK. Là, j'essaie de voir dans quoi je vais mettre ça, moi, des algues. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va prendre ton livre. Je vais t'envoyer les recettes. Il y a un livre sur le pot aussi, là. Oui? Faut que tu me parles 2 secondes de ça, Jean. D'abord, j'ai éclaté de rire quand j'ai su que tu faisais des recettes liées... Mais il faut que j'explique comment ça vas-y, explique-moi d'où ça vient. T'avais trop bu? T'as perdu un concours? Non. Mais on est à cette époque... C'est que tu vas t'en souvenir. 1 an avant que ça soit légalisé, tous les jours dans les journaux, à la radio, à la télévision, on parlait du pot, légalisation du pot et blablabla. Et comment on va faire? Et tout le monde va être poté partout. Regarde, il n'y a personne de poté, puis ils n'en vendent pas plus qu'avant. Okay? Et il n'y a pas plus de gars qui fument ça. Puis tout d'un coup, je me dis, légaliser. Ça veut dire qu'il y aura un magasin qui va s'appeler la SQDC. Et ça va être devant chez nous. Et puis là, je me dis, ça veut dire que ça va arriver dans la bouffe. C'est comme ça que je commence à penser. Les muffins aux potes, c'était connu. Oui, mais il faut voir comment on les faisait. La première chose que je fais, Gilles, je vais sur Internet et puis... Des recherches. Et là, la première recherche que je vois un gars qui fait cuire je sais pas quoi dans un pot, il prend une poignée de cocotte, il brasse ça entre ses 2 mains. Je regarde ça, mais j'ai dit, ça se peut pas. 1 heure après, il se met à goûter ça, mais j'ai dit, il va taper dans le plafond. C'est sûr. Et c'est là la question. Je me dis, ça va être sur le marché, c'est nouveau. Il y a des bouquins en anglais aux États-Unis, mais il n'y en a pas au Québec. Très peu en français. Les Français, ils ne sont même pas là, au point de vue pot. Et la législation seulement pour le médical, ils ont de la misère à l'appliquer, là, ok? Je me dis, mais il va y avoir des catastrophes, là, ok? Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai écrit ce livre, ok? Et les recettes, c'était pas très compliqué. Ce qui était plus compliqué, c'est aller extraire le THC du pot, ok? Alors, il y a un principe qu'il faut respecter. Le THC, tu peux le prélever à travers des gras. Donc, le gras dans la cuisine, il est un peu partout. Alors, comment faire le beurre de pot, l'huile de pot, le gras de canard de pot, et ainsi de suite. C'était ça, le nerf de la guerre, ok? Mais j'ai découvert plein d'affaires. Mais tu t'es mis au fourneau, là, tu as tout fait ça. Ah, ben j'ai tout fait ça. Ça sentait le pot chez moi. La première fois que j'ai fait ça à la maison, et pendant 3 jours, ça sentait le pot. J'ai dit, tu peux pas faire ça à la maison, il va falloir faire ça dans le garage ou dehors, là, ok? Puis c'était l'hiver quand j'ai commencé à faire ça. Alors, dehors, il faisait froid, j'étais dans le garage. Cette super erreur a eu quelques buzz ou non? Ah bah oui. Mais attends, j'ai jamais fumé de ma vie. Ni la cigarette, ni rien? Rien. Zéro. J'ai 65 ans, j'avais jamais fumé un joint de ma vie. Alors j'ai... OK, tu as eu des petits buzz non prévus? Ou Non, pas avec la cigarette. Après, oui. Comment dirais-je, une crème brûlée au pot. Parce que est-ce que c'était bonne, au moins, au goût? Ouais, ça a été un autre problème, le goût, ok? Parce que le pot, ça goûte comme ça sent, ok? Alors là, j'ai dû me batailler avec le goût, puis j'ai trouvé la solution, ok? Et je pourrais te la donner, là, mais je veux pas que ça soit trop long. mais oui, et ça a été terrible, parce que je me suis dit, la crème, c'est du gras. Alors j'ai dit, tiens, je vais faire la même chose, sauf que la crème, c'est pas du beurre ni de l'huile, ça réduit. J'ai pas pensé que ça pouvait réduire, que le pot, il allait réduire aussi. OK. Il est devenu concentré, dans le fond? C'était terrible, OK. Et quand j'ai mis ça dans la crème brûlée... Qui était brûlée? Jean aussi? Et tabarouette, 36 heures plus tard, là, je me touchais la barbe et puis je partais, là, OK? Donc, t'as encore des projets. T'es encore un jeune homme. Je te regarde aller, là. T'es encore en forme. J'ai plein de projets. Moi, les algues, je ne sais pas comment ça va sortir. Mon éditrice, elle me dit, Jean, c'est pas très vendeur. Ah, j'ai dit, je suis pas d'accord, moi. On est curieux. On est curieux de la oui. nourriture. Oui. Puis, il nous reste juste ça à faire. Ben aussi. En pandémie, là, quand tu parles de ça, là, oui. Non, moi, je pense qu'il va y avoir une curiosité. Est-ce que tu penses que les restaurateurs vont vouloir aussi? C'est plus pratique. C'est toujours la même chose. Les gens connaissent pas, alors ils essayent pas. Alors on n'essaye pas, on n'en achète pas. Puis on essaie. Voilà, c'est une roue sans fin. À un moment,
c'est toujours pareil. Je me souviens quand j'ai planté mes fines herbes sur le toit du château. Les fines herbes, on n'en trouvait pas. Ok, il n'y avait pas de fines herbes. Je veux dire, oui, il y en avait quelques-uns qui avaient ça dans le jardin au début des années 90, mais il y avait très peu de ça. Aujourd'hui, les fines herbes, tu en as en permanence 365 jours à l'année chez ton IGA ou Provigo, là, ok? Et c'est ça toute la différence. Mais juste ton arrivée en Amérique du Nord, au Québec, il y a 40 ans, c'est ça? Me trompe-tu? Ouais, Bon, 40 ans. Et aujourd'hui, juste rentrer dans un IGA ou n'importe quel... La section, on commence toujours par fruits et légumes. Moi, je me dis, quand je compte à mes enfants, j'ai juste 60 ans, là, c'est tellement jeune. Mais je dis, quand j'étais jeune, avec ma mère, j'allais faire l'épicerie, puis j'étais curieux, probablement que j'étais gourmand aussi, un mélange des deux. Mais je me rappelle que l'hiver, quand ma mère disait, l'hiver arrive, il va nous rester les pommes de terre, les carottes et les navets. C'est fini. Les oignons. Les oignons, excuse-moi, oui. Avec 5-6 affaires. Oui. Ça arrêtait là dans le frais, je parle. Puis souvent, le frais, c'était dans la cave, caché dans des grosses poches, puis il en sortait à chaque semaine. Fait que finalement, mais ça n'a rien à voir aujourd'hui. Rien à voir. Je ne sais pas si on est conscient de l'ouverture qu'on a. Oui, on est ailleurs. Tout à fait. Et tant mieux. Et quelque part, les algues, je sais pas. Ça fait partie de cette ouverture, cette découverte. Oui, tout à fait. Et la sauce là que j'ai sortie, j'ai dit, ah ouais, ça c'est correct, ok. Et je suis revenu au jus de carotte là, okay. Et je me dis ouais ça c'est correct, il y a quelque chose à faire avec ça. Et j'ai mis ça dans le broyeur, ça a bien sorti. Dans le mélangeur, ça a bien sorti. OK, le broyeur, j'aurais dit là, ça allait moins bien. Merci beaucoup Jean pour cette rencontre. Tu vas devoir couper parce qu'on a été long. Oh non, on coupe jamais un podcast, on coupe jamais, pas de montage, pas rien. Merci Jean, plaisir, merci de l'invitation, puis heureux de te voir. Puis on va se croiser sur les plaines. Oui, sur les plaines, c'est sûr. Il nous reste que ça, être dehors, puis partager, puis profiter. Puis les gens qui disent qu'il manque d'activité, puis qu'on a confiné à l'intérieur, c'est tellement facile. Marcher, courir, à votre rythme, du vélo. Fais-tu du vélo à 12 mois par année? Non, pas 12 mois par année. Je trouve ça dangereux l'hiver. Oui, puis c'est dangereux. Puis au pire aller, on peut le faire à l'intérieur. Mais moi, faire un exercice à l'intérieur, c'est pas mon truc. Là. Okay, je m'y ennuie très rapidement. Prendre l'air, ça vaut... Ça garde la forme. Merci beaucoup, Jean. Jean Soulard.